Une nuit banale à l'hôpital a pris une tournure inattendue avec l'arrivée d'un patient aux symptômes aussi mystérieux que déconcertants. Admis en urgence, son état semblait échapper à toute logique médicale conventionnelle, posant ainsi une énigme à l'équipe médicale. Nous avons entrepris des efforts pour comprendre l'origine de ce mal énigmatique. Le patient, désigné sous le nom de patient X en raison de son amnésie, a été initialement admis en service d'urgence pour observation. Cet homme, replié sur lui-même, se frappant délibérément la tête contre le mur, présente un teint livide et des yeux empreints d'une lueur étrange. Les symptômes défient toute explication médicale conventionnelle, laissant l'équipe médicale perplexe. Il ne cesse de répéter une phrase étrange: « Si tu n'oclipes pas, tu meurs ». Face à l'absence de solution quant à ces symptômes, nous avons décidé de le transférer en neurologie afin d'approfondir notre compréhension sur ce comportement inhabituel. Depuis 2 jours, le patient X est sous observation au sein du service neurologique. Malgré des investigations poussées à l'aide de plusieurs scanners, aucune détection d'anomalie au niveau de son cerveau n'a été relevée. Cependant, des indices préoccupants, survenant principalement pendant les heures nocturnes, suscitent une perplexité du personnel soignant. En effet, la nuit on l'aperçoit très souvent debout. Ses globes oculaires scrutent avec une intensité le mur face à son lit, immergé dans une méditation profonde. Un inconfort est perceptible chez les infirmiers lors d'interactions avec le patient. En concertation avec l'équipe médicale, nous avons décidé de l'interviewer afin de découvrir son identité et comprendre les agissements étranges du patient X. Bonjour, Monsieur X, je suis le Dr Jones. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous, votre enfance, la ville où vous habitiez? Je ne pourrais ni décliner mon identité, ni donner des informations sur ma vie antérieure à l'épisode des backrooms. Je sais juste que je me suis réveillé aux urgences de votre hôpital militaire. En ce 12 juillet 1991, je vous laisse ici mes mémoires, le seul et l'unique cas de retour d'une backroom. J'ai le sentiment de n'avoir jamais été un grand aventurier et d'avoir évité les situations complexes ou dangereuses tout au long de ma vie. Mais le jour où j'ai été aspiré vers les backrooms, je me suis senti lentement glisser dans un vide intersidéral. J'avais l'impression de tomber dans un brouillard épais et sombre, avec comme seule compagnie des bruits et des cris étranges qui résonnaient dans un vide effrayant. Pendant vos phases de sommeil, vous ne cessiez de dire les mots « front room » et « backroom ». Pouvez-vous expliquer ce qu'est une front room et quel est son lien avec une backroom? La front room, plus communément appelée planète Terre, constitue le lieu de résidence des êtres humains et de nombreuses autres espèces. Contrairement au monde parallèle des backrooms, la front room est dépourvue d'entités menaçantes et offre des conditions environnementales propices à la vie. Les températures sont agréables et on peut y construire une habitation pour y vivre en paix et en harmonie avec la faune et la flore locale. Les backrooms, en revanche, forment un dédale de salles étranges et oppressantes situées en dehors de notre réalité. Les lieux sont parfois éclairés par une lumière fluorescente constante qui peuvent également représenter des univers totalement différents, tels qu'une usine désaffectée, une maison abandonnée ou un hôpital. Il semblerait que j'ai accédé involontairement à ces arrière-salles depuis ma réalité quotidienne. Pendant mon séjour dans les backrooms, j'ai découvert que pour passer d'un monde à l'autre, il faut utiliser la technique du no-clip. Ce phénomène, présent dans l'ensemble des backrooms, peut être considéré à la fois comme l'allié et l'ennemi des vagabonds. À ce stade, vous devez vous demander comment on no-clip, n'est-ce pas, docteur? Pouvez-vous nous expliquer le terme « no-clip » ? Je me questionne sur la nécessité de divulguer cette information. Et pourquoi avez-vous des doutes à nous divulguer ces informations? Car elle pourrait être dangereuse entre les mains de non-initiés comme vous, Dr Jones, ainsi que les personnes qui regarderaient cette vidéo. Mais je sais aussi que cela pourrait aider d'autres personnes comme moi à comprendre ce qui leur est arrivé. Je m'efforcerai donc tout au long de mon récit d'être le plus clair et précis possible. De plus, je souhaite aussi laisser une trace vidéo d'un vagabond revenu des backrooms. Donc comme je disais, no-clip est la façon de passer d'une réalité à une autre, ou si vous préférez d'une front room à une backroom, ou d'un niveau de backroom à un autre niveau de backroom. On pourrait la considérer comme une porte de sortie qui nous mènerait ailleurs pour le meilleur ou pour le pire. Pour détecter un no-clip, il suffit d'observer son environnement en quête d'une fissure, d'une faille dans un mur par exemple, un trou dans le sol ou d'un amas de pixels qui grouille sur une surface. Si vous voyez cela, eh bien vous êtes en présence d'une faille spatio-temporelle qui vous emmènera directement dans une autre réalité. Sur le papier, cela a l'air très simple, mais en réalité, cela est plus complexe qu'il n'y paraît.
Avant de continuer mon récit, je vous mets en garde d'essayer de trouver ce genre d'endroit, car vous courez le risque de ne jamais revenir dans votre réalité. Qu'est-ce qu'un vagabond et en avez-vous rencontré? En fait, vagabond est le terme qu'on emploie pour les personnes qui tombent et qui errent dans les backrooms. Oh, je vois. Et en tant que vagabond, comment avez-vous fait pour cartographier votre environnement? À mon arrivée dans ce monde parallèle, il y avait une carte dessinée sur un mur. Je pense que quelqu'un présent avant moi avait utilisé son propre sang pour laisser une trace de sa présence. Cela m'a permis de savoir ce qui m'attendait. Chaque backroom est minutieusement classé selon des critères spécifiques. Le numéro du niveau, où vous vous trouvez ainsi que la difficulté, la présence ou non de créatures hostiles, si la zone est habitable, et quel type de température vous devrez affronter. Plus la difficulté du niveau est élevée, plus les dangers auxquels vous serez confrontés seront intenses. Par exemple, j'ai pu dénicher un lieu sécurisé pour la nuit afin de me protéger des intempéries et des variations de température. Cependant, il est impératif de ne pas demeurer trop longtemps au même endroit, car vous deviendrez une proie facile pour les créatures et entités qui peuplent cet endroit. Votre approche doit être celle de l'isolement. Ne parler à personne, fuir toute forme de vie aussi rapidement que possible, et éviter tout contact physique, alimentaire ou liquide. Cela peut sembler extrême au premier abord, mais il est crucial de garder à l'esprit que l'organisme humain peut résister pendant 3 jours sans boire et jusqu'à 15 jours sans manger. Profiter de cette période maximale sans alimentation ni hydratation était ma meilleure chance pour trouver ultérieurement une source de subsistance viable. Par subsistance viable, vous entendez quoi? Quel genre de nourriture peut-on trouver dans un monde aussi hostile? Et bien dans un niveau dont je me rappelle plus exactement le chiffre, j'ai trouvé de l'eau qui sentait fortement l'amande. C'était différent des autres liquides que j'avais pu observer auparavant. Comme l'odeur était agréable, j'en ai bu une petite quantité, et j'ai attendu pour voir si j'avais des effets secondaires. De toute façon, je n'avais plus le choix, car les effets de la déshydratation commençaient fortement à m'affaiblir. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que ça faisait environ 3 jours que j'étais perdu dans les backrooms, et j'ai donc joué à pile ou face avec ma vie. Et puis j'ai trouvé aussi des morceaux de mur blanc semblables à de la meringue. Ça avait une odeur sucrée et j'en ai repéré principalement sur les murs. C'est un aliment riche en glucose et ça m'a redonné un coup de boost tout en m'écœurant rapidement. Donc en manger trop pourrait nuire à la santé, voire vous tuer. Donc finalement, vous avez enfreint la règle sur le fait de vous priver de nourriture par sécurité? Avez-vous eu des hallucinations visuelles et olfactives? À certains moments, oui, car je sentais une odeur de nourriture dans certains niveaux qui était très agréable. C'était comme un piège qui se refermait lentement sur moi. Vous savez, j'avais l'impression que les backrooms œuvraient contre moi pour me faire tomber à chaque pas que je faisais dans ces lieux maudits. Et finalement, comment avez-vous pu résister à ces hallucinations? Intérieurement, je me répétais une phrase non-stop. Si tu ne no-clips pas, tu meurs. Mon seul but était de trouver la faille du niveau, que ce soit par un trou, un amas de pixels ou une brèche dans un mur. J'étais prêt à prendre n'importe quelle sortie pour quitter ce lieu et rentrer chez moi. Vous avez pris de très gros risques et mis votre vie en danger. Si je n'avais pas pris ces risques, je ne serais pas là pour vous en parler. Et quand vous êtes confronté à des situations aussi dangereuses, il ne vous reste que votre instinct, et il a intérêt à être le bon choix. Vous n'avez pas répondu à une de mes questions. Avez-vous rencontré d'autres vagabonds ou une autre forme de vie dans les backrooms? Dans le niveau 0, j'ai vu une ombre passer dans un couloir. Quand je me remémore ce moment, j'en ai des frissons. Au départ, j'ai pensé à un autre vagabond, car j'entendais des marmonnements et quelques paroles humaines, et j'ai commencé à le suivre en faisant le moins de bruit possible. Mais je l'ai perdu dans les dédales des couloirs, et à bien y réfléchir, je suis content de ne pas l'avoir recroisé. J'ignore ce que cette créature aurait pu me faire, mais je pense que la finalité aurait été la mort. Au niveau 159, j'ai rencontré un groupe de personnes qui vivaient dans une maison abandonnée. Il était reclus dans ces lieux depuis des jours. Je les ai trouvés grâce à un drapeau blanc qu'il avait accroché à une des fenêtres de la maison abandonnée où il avait élu domicile. À l'intérieur, il y avait pas mal de nourriture et de quoi tenir pendant un petit moment. Et pourquoi vous n'êtes pas resté avec ce groupe? Vous auriez pu revenir tous ensemble dans la front room. Comme je vous l'ai précisé au début de l'interview, être seul dans les backrooms peut être une faiblesse, mais aussi une force. Quand j'ai été en contact avec ce groupe de survivants, il y avait de grosses tensions entre eux. Certains voulaient quitter les lieux pour trouver une sortie, et d'autres voulaient simplement rester dans la maison abandonnée pour attendre les secours. D'après celui qui dirigeait la bande, il y a une organisation appelée le MEG qui sillonnerait les niveaux pour retrouver les vagabonds et les conduire dans un endroit sécurisé. Cependant, cela n'est qu'une légende.
Personne n'a rencontré un seul membre du MEG, la situation devenant de plus en plus critique. Et vu que la nourriture diminuait, à vue d'œil, j'ai décidé de partir quand ils étaient endormis et continuer mon chemin seul. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je crains le pire. Et combien de niveaux avez-vous répertoriés dans les backrooms? Il existe un nombre incalculable de niveaux et de sous-niveaux labyrinthiques dans les backrooms. Ce dont je me souviens, c'est d'être passé par le niveau 0. Quand j'ai ouvert les yeux, une lumière jaune m'aveuglait, et une quantité de murs au papier peint rétro était alignée perpendiculairement. Je me suis levé fébrilement et j'ai commencé à marcher un peu en titubant. Le voyage de notre monde au backroom n'est pas sans conséquence sur le corps humain. Plus j'avançais dans le couloir jaunâtre et plus j'avais l'impression de me retrouver au même endroit à chaque fois. Souvent du coin des yeux, je voyais des bestioles grouiller sur les murs et même en dessous du papier peint jaunâtre. Mais dès que je fixais le mur, cela disparaissait. J'étais en proie à des hallucinations. J'ai rapidement compris que dans le niveau 0, toutes sortes de choses pouvaient se produire, notamment l'apparition de portes, d'escaliers, une sensation de déjà-vu, des bruits étranges, des grattements contre le mur. Au bout de quelques heures d'égarement dans le dédale de murs et de portes, je me disais qu'il fallait que je quitte rapidement cet endroit si je ne voulais pas mourir seul ici. Les bourdonnements des néons me rendaient fou, et je sentais ma santé mentale décliner petit à petit. De plus, la faim et la soif commençaient à se faire ressentir. Il y avait bien de l'eau qui ruisselait du mur sur la moquette et sur certaines parties du sol, il y avait aussi quelques flaques. Mais une petite voix me déconseillait de m'abreuver à même le sol. Je ne sais pas si j'avais des hallucinations auditives, mais je préférais suivre ce conseil. À force d'errance et après avoir suivi un nombre incalculable de couloirs, j'ai aperçu une étrange porte en verre. Elle était différente des autres portes que j'avais pu voir depuis mon arrivée au niveau 0. À ce moment précis, je n'avais plus le choix et je me suis dirigé vers cette sortie à mes risques et périls. Concernant le niveau suivant, je suis incapable de vous dire lequel ça pouvait être. Je me souviens juste d'un endroit rempli d'eau un peu comme une piscine. Il y avait du carrelage blanc sur les murs et par endroits des grands carrés remplis d'eau claire. J'ignore si l'eau était consommable, mais je résistais encore une fois à la tentation de me jeter tête la première dans ce grand bassin. J'ai erré peut-être 1 heure ou plus. Le temps est complètement distordu dans les backrooms, et 1 heure peut en fait être des jours entiers. Au bout d'un moment, j'ai croisé un ombre noire dans un long couloir. C'était furtif comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais j'étais persuadé d'avoir vu un autre vagabond comme moi. Je me disais que si je pouvais le rattraper, peut-être que ce serait l'occasion pour moi d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui pourrait peut-être m'indiquer une sortie. Mais je n'ai jamais retrouvé cette personne, c'était sûrement mieux comme ça. Un bruit sourd commença à résonner de plus en plus. Les lumières blanches vacillaient au plafond. Quand soudain sur un mur, je vis un minuscule trou qui s'agrandissait quand je me rapprochais. Sans hésiter, je me suis glissé à l'intérieur, ne sachant pas où j'atterrirais cette fois. Quand vous êtes absorbé par ce genre de faille spatio-temporelle, vous avez l'impression que des milliards d'aiguillons d'abeilles vous piquent en même temps et qu'un fin courant électrique vous parcourt la colonne vertébrale. Non seulement c'est déstabilisant, mais vous finissez inexorablement par vous évanouir. À votre réveil, la surprise d'un nouveau monde parallèle apparaît sous vos yeux, mêlant le choc de la découverte à la crainte d'être tué ou foudroyé par une créature mystique ou horrifique. Merci pour votre récit détaillé. J'espère que cela pourra aider l'équipe médicale à faire toute la lumière autour de cette histoire. Mais si vous le voulez bien, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez avoir quitté les backrooms? Bien sûr que j'ai quitté les backrooms. Devant vous. Je vous ai raconté mon histoire. Je suis dans l'hôpital militaire. Et vous êtes Dr. Jones. Le niveau 159. Un conseil que je donnerais aux futurs vagabonds est de ne pas négliger l'observation de son environnement. Espionnez d'autres vagabonds avant d'entrer en contact afin de savoir à qui vous avez affaire. Fuyez, car vous êtes repérés.